Programme de 100 jours. Un échec patent et cuisant. Aujourd'hui, nous avons... Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Vous allez résumer le programme de 100 jours au son des moutons. Et c'est lui qui est arrivé là à trouver un pays uni, avec des institutions qui fonctionnent. Non. Qui devrait fournir des efforts. C'est lui qui est venu à trouver un pays à genoux. Non, pas M. Lissanga Bonganga. Il est libre d'émettre ses avis. Hein? Encore que tout le monde ne partage pas ses avis. Nous disons en 2023, nous devons aller aux élections. Dans les conditions que nous exigeons qu'elles soient transparentes. CFTV1. CFTV1. Congo France. Voilà, bienvenue dans cette émission Global Politique. Cette émission, comme vous le savez bien, c'est une émission d'analyse politique. Nous sommes encore là pour débattre de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Révision de la Constitution, on entend déjà parler. 7 ans pour le président de la République. 5 ans ne suffit plus. C'est l'UDPS qui fait cette proposition et la population se pose les questions. Pourquoi changer la Constitution en ces moments? Élection en RDC, ça s'annonce déjà très sérieux puisqu'il y a l'opposition qui demande un consensus par rapport aux élections de 2023. Cependant, côté UDPS, on s'est dit qu'il y a déjà un bureau qui a mené, qui est dirigé par M. Denis Kadima. Il ne sera plus question d'un consensus. Il faut aller aux élections directement en 2023. Martin Fayulu est déjà à Tchapa, où la population l'attend pour un discours. Martin Fayulu est en train de fustiger le pouvoir de Félix Tshisekedi qui ne répond pas aux attentes de la population. Sur ce plateau, pour analyser ces différents sujets, nous recevons M. Jacques Dromois, candidat aux élections de 2023, si on peut déjà l'annoncer. Bienvenue. C'est prématuré que vous me présentez comme candidat aux élections. Je ne suis pas candidat aux élections, n'est-ce pas? Je suis M. Jacques Dromois, analyste économique et politique. Quant à ma candidature en 2023, ben, il va falloir attendre le moment venu pour qu'effectivement on puisse l'annoncer ou pas. Voilà. Donc évitons de mettre la charrue devant le bœuf. Il y a déjà un bureau qui est là. Les élections sont déjà annoncées en 2023 et nous savons déjà que c'est presque tout le monde qui se prépare. Moïse Katumbi l'a déjà annoncé qu'il sera candidat en 2023. Martin Fayulu le dit. Félix Tshisekedi dit de même. Il a annoncé depuis Lubumbashi. Et je pense que vous ne devez pas quand même avoir peur de l'accepter que vous serez candidat en 2023. Non, j'ai dit... Je n'ai pas peur de l'annoncer, mais le moment ne s'y prête pas encore. Nous attendons voir. Vous attendez voir, vous attendez un glissement. Pourquoi on va être pressé de l'annoncer maintenant? Vous attendez peut-être qu'il y aura... Glissement ou pas, il va falloir qu'il y ait organisation des élections en 2023. C'est ce que notre Constitution exige. La Constitution n'a pas institué un dialogue, mais cela peut arriver comme en 2016. Nous évitons, ça ne va pas quand même déranger. De faire dire à la Constitution ce qui n'est pas prévu. La Constitution nous parle de l'organisation des élections en 2023. Nous devons nous en tenir qu'à cela. Les calculs politiciens, eh ben, moi je ne suis pas là-dedans. Attendons voir ce qui va se passer, mais une chose est vraie, la Constitution a dit qu'en 2023, il va falloir qu'il y ait organisation des élections afin que le peuple puisse renouveler sa confiance ou donner sa confiance aux animateurs actuels ou à d'autres animateurs. Heureusement, vous avez parlé du renouvellement de la confiance. Félix Tshisekedi pourrait avoir encore la confiance de cette population en 2023. On l'espère bien. Son bilan actuel. Qui est positif. Laissez-moi terminer. Non, mais son bilan est quand même positif. Vous n'allez pas quand même le concret. Son bilan largement négatif actuel. Selon vous. Laissez-moi terminer. Bien sûr, selon moi, et j'assume. Vous pouvez quand même donner le point négatif de ces bilans. Oui, mais puisque quand vous affirmez que son bilan est négatif, nous savons que ce bilan est positif, vous pouvez quand même donner quelques points. Mais monsieur, allons dans les différents secteurs. Sur le plan économique, allons-y. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la gouvernance de M. Tshisekedi?
3 ans durant qu'il est au pouvoir. Laissez-moi terminer. Non, on est juste dans les cadres macroéconomiques. Mais laissez-moi, est-ce que je peux parler? Je vous pose juste une question, monsieur Jacques. Vous ne me laissez pas parler, sinon ça va être un monologue, c'est à vous de parler. Est-ce que vous ne croyez pas je suis en train de développer mon argumentaire. Les efforts de l'FMI et la RDC... Non, l'FMI n'a jamais développé un pays de par le monde, vous le savez. Et d'ailleurs, nous sommes en train de décrier cela parce que l'ancien régime nous a laissé avec des dettes inférieures à 10%. Aujourd'hui, nous sommes en train de retourner à l'ancienne ardoise où les dettes avoisinaient environ 14 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 8 milliards de dollars américains de dettes. Qu'est-ce qu'on en a fait? Tu peux me dire concrètement qu'est-ce qu'on en a fait des 8 milliards que les institutions de Bretton Woods ont mis à nos dispositions? Tu peux me dire? C'était sous le règne de Tshisekedi ou sous le règne de Non, j'ai dit, nous parlons de M. Tshisekedi. Mais vous savez que l'FMI a encouragé les efforts du gouvernement. Vous savez, vous ne comprenez pas. L'FMI, le Fonds monétaire international, mais c'est un banquier. Que cherche un banquier? Les banquiers ne cherchent que les gens viennent prendre du crédit chez lui. Parce que derrière ces crédits, il y a des intérêts qui lui permettent d'augmenter son revenu. N'est-ce pas? Les crédits que nous sommes en train de contracter, ça et là, qui se chiffrent à 3 à 8 milliards à peu près aujourd'hui, a servi à quoi? Donc vous voulez dire que la politique de l'FMI, c'est juste pour induire le gouvernement en erreur? C'est ce que vous voulez dire? Monsieur, je vous dis que dans aucun pays du monde, l'FMI a déjà réussi à développer ces pays-là. Vous le savez. Nous avions en son temps une ardoise d'environ 14 milliards de dollars américains qu'on devait au Fonds monétaire international. Vous savez que de ces 14 milliards à peu près, les pays n'avaient contracté environ que 7 à 8 milliards de dollars américains. La différence était constituée de quoi? Des intérêts moratoires. À chaque fois que vous ne payez pas ces dettes-là, quand l'échéance arrive, on vous impute des intérêts. On vous impute des intérêts dus au retard de paiement. Vous savez, et de fil en aiguille, ça peut s'accumuler. Alors que vous n'avez contracté à peine 5, 6, 7, 8 milliards, avec le temps, si vous ne payez pas, ça va gonfler comme vous n'avez pas l'idée. Laissez-moi terminer. Sous le gouvernement Mosito, on a atteint le point d'achèvement, vous le savez. Ça veut dire qu'on avait réussi à payer notre dette vis-à-vis de ces institutions de Bretton Woods. Donc on ne devait plus y retourner. Il y avait moyen de faire autrement les choses dans notre pays. Laissez-moi terminer. Parce que la RDC traversait déjà une période très compliquée. Fallait revoir les choses. Laissez-moi. La situation a été compliquée par la mauvaise gouvernance de l'actuel régime. Je m'en vais vous le démontrer. Le président Tshisekedi accède au pouvoir en 2018, fin 2018. Il trouve en banque des réserves d'échange d'environ 2 milliards de dollars américains. OK? Qu'est-ce qu'on en a fait? On nous a lancé le programme de 100 jours. Aujourd'hui, notre réserve a augmenté. Laissez-moi terminer. Aujourd'hui, notre réserve a augmenté. Vous ne me laissez pas évoluer. Non, prenez les temps. Reconnaissons. Il a trouvé plus de 2 millions, des milliards. Aujourd'hui, quand même, ça a augmenté. Monsieur Laurent, cette façon de faire le... Non, on est avec on ne va pas avancer. On ne doit pas rester. Est-ce que je peux terminer? Je suis en train d'évoluer. Allons-y, vous avez la parole. Laissez-moi évoluer. Si vous ne me laissez pas évoluer, je vous laisserai la parole. Allons-y. On est là pour vous entendre. Laissez-moi vous dire. On est là pour vous poser des questions. Vous allez nous répondre. Des 2 milliards laissés par l'ancien régime, n'est-ce pas? En lieu et place de penser au projet d'investissement, au programme d'investissement, on l'a lancé dans un programme dont on a assisté au détournement à ciel ouvert. Comme vous le savez, programme de 100 jours, un échec patent et cuisant. Aujourd'hui, nous avons... Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Vous allez résumer le programme de 100 jours au son des moutons. Et sur le mouton. Vous voulez résumer le programme de 100 jours. Le programme de 100 jours n'était pas que le son des sons des moutons. Et d'ailleurs, vous le savez... Plusieurs fonds détournés ont été restitués. Faux, mensonge. Monsieur Kamere a quand même... S'il vous plaît. Les maisons préfabriquées, où en sommes-nous? Combien de maisons ont déjà été livrées quand vous dites que l'argent a été restitué? Donc voilà. C'est un exemple qui démontre à suffisance qu'on a procédé à une mauvaise allocation des ressources qui a fait qu'aujourd'hui, on a été obligé de retourner vers ces bailleurs de fonds pour qu'on nous prête encore de l'argent. Vous parlez des réserves d'échange actuelles. Quand vous allez dans les fonds propres de ces réserves d'échange, n'est-ce pas? Le nôtre ne dépasse pas 1,5 milliard. La différence, c'est le fonds des institutions de Bretton Woods, en l'occurrence les fonds monétaires internationaux. Et d'ailleurs,
la gouverneure actuelle, a eu l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître qu'ils ont incorporé les avances faites par ces institutions. Laissez-moi terminer, je n'ai pas fini. J'en viens. Ils l'ont incorporé dans nos réserves d'échange. Et vous allez vous rendre compte que nous sommes les seuls pays au monde qui comptabilisent les prêts dans ces réserves d'échange. Voyez-vous, et la preuve en est qu'aujourd'hui, comme nous ne sommes pas en mesure de puiser dans ces réserves d'échange pour juguler la crise économique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais vous assistez à un pays qui ne produit pas, vous attendez quoi? Merci beaucoup. Mais voilà. Non, mais vous êtes politique, vous devez quand même donner une bonne politique. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui que cette situation puisse changer. C'est là où j'ai dit, c'est pas à moi de le donner, monsieur, je suis désolé. C'est pas à moi de le donner. Il y a des dirigeants, des gens. Mais quand on critique, on doit avoir quand même des propositions. Nous avons des propositions claires, nous l'avons dit et nous continuons à les dire. On a procédé à une mauvaise affectation des ressources. La conséquence aujourd'hui, nous vivons une crise économique qui ne dit pas son nom. Il y a flambé des prix des biens et services sur l'ensemble des marchés. Vous le savez. Parce que quelque part, on ne veut pas produire. Nous avons dit en son temps, le Congo est un pays agricole. Lançons-nous dans l'agriculture. Relançons notre agriculture. Le projet Bukangalonzo, c'était un beau projet. N'est-ce pas? Certes, il a été mal managé, mais il y avait lieu. C'est un sujet que nous allons aborder au cours de cette émission, puisque Mathieu Pogno et la Cour de cassation... Il y avait lieu de les relancer. Qu'est-ce qu'on en a fait? Quel est le projet agricole aujourd'hui sur qui nous pouvons dire que dans 2 ans, dans 3 ans, ça va nous donner des résultats pouvant permettre à notre pays... Aujourd'hui, les Koulouna font un bon travail à Kanyamaka. Quel travail sont en train de faire? Il y a le maïs qui arrive. Le maïs, c'est où? Mais vous n'avez pas en quelle quantité? Ici à Tchangou, la population en a profité. S'il vous plaît, monsieur Laurence, ne réduisez pas l'agriculture à la production de maïs sel. Et encore que, laissez-moi terminer, encore que, de quelle quantité de maïs nous parlons? Il y a eu va sur les marchés, va sur les marchés. Il y a eu plus de 10 tonnes. S'il vous plaît, merci beaucoup. Mais on devait les ressentir sur nos marchés. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les prix de ces maïs-là continuent à flamber? Tu peux expliquer cela? Alors qu'il y a production de Kanyamaka CC. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Il faut une programmation, un programme intégré sur le plan agricole. N'est-ce pas? Pour sortir ces pays de son marasme économique actuel. La politique de le monde, la politique de la main tendue va amener ces pays droit vers un gouffre. Et d'ailleurs, nous y sommes déjà. Non, nous pensons qu'au deuxième mandat, Félix Tshisekedi va rectifier les tirs. Encore que, oui, deuxième mandat, il faudrait commencer d'abord par justifier les premiers mandats. La population devrait... Il a trouvé le pays dans un coup où il fallait faire des efforts. Encore une fois, encore. Arrêtez, mais il a trouvé l'insécurité à l'Est. Il a trouvé l'insécurité à l'Est. Vous allez dire quoi? Merci beaucoup. Qui a échoué lamentablement. Vous allez dire quoi de M. Kabila qui a trouvé 6 républiquettes? Lui dira quoi si lui dit qu'il a trouvé le pays en crise? Mais Kabila, lui, a trouvé le pays en lambeaux. Kabila n'a pas réuni les pouvoirs. Il y a eu un dialogue organisé par la communauté internationale. Ce n'était pas Kabila. Non, mais monsieur... Aujourd'hui, Tshisekedi travaille tout seul. Pourquoi ne pas le soutenir dans ses efforts? Monsieur les journalistes, de quoi vous parlez, s'il vous plaît? Un dialogue peut être organisé sans le leadership d'un pays donné? Tu es sûr? Non. Laissez-moi, je suis en train de démontrer que on ne peut pas se cacher derrière la fameuse insécurité de l'Est pour justifier le bilan négatif actuel de l'actuel régime. Pourquoi j'ai dit cela? Quel résultat? Parce qu'on est en train de les dénoncer, le fameux état de siège. Je suis en train de dire une chose. Laissez-moi terminer. Entre celui qui avait pris un pays en lambeaux, en 6 républiquettes, il a fourni des efforts, il les a réunis. On a aujourd'hui un seul pays. Et c'est lui qui est arrivé là à trouver un pays uni, avec des institutions qui fonctionnent. Non. Qui devrait fournir des efforts qui est venu à trouver un pays à genoux. Non, monsieur. L'ancien régime a mis ces pays... Un pays à genoux ne peut pas avoir un matelas de réserve de 2 milliards de dollars américains. Parce que celui-là qu'on est en train de vilipender, de traiter de tous les noms d'oiseaux, aujourd'hui, avait trouvé un pays avec 0 réserve d'échange. Mais il en a laissé 2 milliards. C'est pour vous dire qu'il en a laissé 2 milliards. Mais il est parti avec combien? Je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Non. Je ne sais pas cette question, c'est à vous de me répondre. Moi, j'ai dit, moi, je parle des choses qui sont vérifiables. Moi, je ne sais pas. Il a laissé 2 milliards. Aujourd'hui, quand même. Le zoo, s'il ne fonctionne pas. Laissez-moi terminer. Jardin botanique, n'en parlons même pas. Mais monsieur, on a pris le pouvoir pour quoi faire?
Lorsqu'on prend le pouvoir, c'est pour... Monsieur, laissez-moi terminer. À 18 ans, nous avons pris le pouvoir. Cependant, de quoi nous parlons, s'il vous plaît? Botanique n'existe plus. De quoi nous parlons? Lorsqu'on prend le pouvoir, c'est pour venir corriger les erreurs de l'ancien régime et apporter un plus. Il le fait. C'est ça, petit à petit. C'est pourquoi nous disons, c'est pourquoi on avait demandé qu'on change. L'alternance. C'est pourquoi on avait demandé l'alternance. C'est pour qu'on change la manière de gérer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la manière de gérer a changé? Le Congolais est-il fier de l'actuel régime? Sûrement. Voilà. Non. Vous pouvez balader votre micro. Aujourd'hui, c'est un régime qui est caractérisé par quoi? Par le détournement. Si on doit résumer la gestion de l'actuel régime, on le résumerait en un seul mot: détournement. Alors, M. Jacques Douma, dès l'introduction de cette émission, nous avons parlé de la révision constitutionnelle annoncée par l'UDPS. On veut changer le nombre de mandats, le nombre d'années, de 5 à 7 ans. N'est-ce pas une bonne solution pour permettre au chef de l'État, le nouveau venu, question de mieux mettre sa philosophie sur pied? Monsieur Laurence, vous savez, lorsque vous parlez ainsi, j'ai l'impression que vous êtes du camp des sorciers. Moi, je ne suis pas du camp des pyromanes. J'en viens, je réponds à tes questions. Oui, vous êtes du camp des pyromanes. Vous savez, un pyromane, c'est qui? Vous êtes politique. Vous êtes de ceux-là qui veulent brûler ces pays. Nous ne voulons pas brûler ces pays. Est-ce que si laissez-moi terminer. As-tu déjà vu? Je te pose la question. Voilà. Je voudrais illustrer cela par un exemple simple. Un élève qui va en session, qui va en examen, connaît déjà la durée de cet examen. Et lorsqu'il s'est bien préparé, vous savez, un examen prévu pour 1 heure, 2 heures, il peut le faire en 10 minutes. Hein? N'est-ce pas? Mais celui qui ne s'est pas préparé, pour un examen prévu pour 1 heure, il ne va pas terminer. Il sera là en train de regarder ses amis. On peut lui ajouter toute une journée. Il sera là, il va chercher toujours des prétextes. N'est-ce pas? Et à la fin, je suis en train d'arriver. Laissez-moi terminer. L'examen aussi commence à arrêter. Et à la fin, l'examen aussi commence à arrêter. on peut lui laisser toute une journée. Et à la fin, vous allez voir, son papier restera toujours vide. L'examen aussi commence à arrêter. Parce qu'il ne s'est pas préparé. Cela veut dire quoi? Comme le mandat de Tshisekedi a commencé à arrêter. Cela veut dire quoi? Vous reconnaissez quand même. Arrêtez quoi? Vous reconnaissez quand même que le mandat de Tshisekedi a commencé à arrêter? Faux. Mais oui, puisque Tshisekedi est arrivé en réalité. Laissez-moi terminer. Laissez-moi avec Tchibala. Non, s'il vous plaît. Le programme de 100 jours a été implémenté avec qui? Le programme de 100 jours a été implémenté avec qui? Mais avec Tchibala. Non. Tchibala était là comme le programme de 100 jours a été implémenté à 100% par le président de la République. Mais on a mis de côté le gouvernement Tchibala. La mémoire est encore fraîche. On a suivi le processus. Ce sont des faux fouillants, s'il vous plaît. Bitakoura était convoqué en tant que ministre. S'il vous plaît. Ce que je voulais dire, c'est que revenons au débat. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Lorsque vous n'avez pas une vision claire, n'est-ce pas? Imagée par des programmes, par un programme clair, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que 5 ans ne représentent absolument rien pour vous parce que vous ne savez pas quoi faire. Donc, mais quelqu'un qui s'amène avec une vision claire, n'est-ce pas? Représenté par des programmes clairs, vous allez vous rendre compte que dans 5 ans, il aura suffisamment bougé des lignes, à telle enceinte que même la population va se dire, mais tiens, avec ce monsieur, certes, il n'a pas terminé son boulot, mais il a déjà commencé. Il en va de soi qu'on puisse lui accorder un autre mandat pour qu'il termine ce qu'il a commencé. Mais vous n'avez encore rien commencé. Et encore, laissez-moi terminer. Vous savez qu'il ne revient pas à un seul président de reconstruire ce pays. Chacun vient, apporte du sien. Là où il va s'arrêter, les autres vont venir. Ils vont continuer. Laissez-moi terminer. Il n'a pas dit qu'il va rester au 5 ans, 5 ans, c'est largement suffisant pour quelqu'un qui a une vision claire et qui sait comment manager pour mettre en place son programme. Laissez-moi terminer. Malgré le coq à jambes laissez-moi, il n'y a pas de coq. Ce sont des faux. Et aujourd'hui, qui met le coq en jambes? Aujourd'hui, qui met le coq en jambes? Le seul qui détourne sont du FCC. Non, monsieur, laissez-moi vous dire. Nous disons ceci. Laissez-moi. Le travail, on les mesure
on les vit. La population doit vivre ce travail. Hélas, la population ne vit pas ce travail. Peut-être vous, vous le vivez, mais en tout cas, la population congolaise, en majorité, ne vit pas ces fameux travail dont vous vantez tant. Laissez-moi continuer. J'ai dit en résumé, quelqu'un qui ne sait pas courir 1 kilomètre, si vous lui ajoutez 2, 3, 4 kilomètres, c'est pour le tuer. N'est-ce pas? Commencez d'abord par parcourir ces 1 kilomètre là. Lorsqu'on va se rendre compte que vous savez parcourir les 1 kilomètre, on peut penser à vous donner 2, 3 kilomètres. Nous sommes contre la révision parce que le problème, ce n'est pas en termes de révision constitutionnelle. Le problème, c'est un problème d'homme. Et si aujourd'hui, c'est un problème. Si l'actuel régime organisait le référendum et que la population disait oui. Ça m'étonnerait, monsieur. Ça m'étonnerait. D'ailleurs, il va falloir qu'on commence d'abord par proposer cette loi-là, parce que ce n'est pas encore proposé. C'est encore... non, c'est pour que bientôt. Merci, à la session de mars... Et vous allez voir combien la population va dénoncer cette supercherie qu'on... La population n'est pas seulement derrière vous. Hein? Non, je n'ai pas dit ça. Même les régimes en place ont aussi la population derrière. On a vu avec M. Kabila ici. Hein, quand il a tenté de modifier la Constitution, ce qui lui est arrivé. Donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si vous voulez tenter et essayer l'exemple de M. Kabila, allez-y donc. Mais vous aurez la population sur votre chemin. Élection de 2023, l'opposition continue à réclamer un consensus. Il faut qu'il y ait un consensus autour de la constitution du bureau. Cependant, Kadima est déjà là, il a commencé à travailler. Et même le règlement intérieur de la CENI a été adopté et dit conforme par la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui on doit encore parler consensus ou allons aux élections? Vous ne pouvez pas organiser les élections de manière unilatérale. Si vous organisez les élections, il faut vous attendre à ce que les uns et les autres puissent participer. L'opposition de ces bureaux. Je suis en train de terminer. Laissez-moi terminer. Le FCC envoie aussi ses délégués. Selon vous. Si les mêmes FCC réunissent les fameuses personnes que vous êtes en train de citer, ça veut dire quelque part il y a un problème. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Oui, M. Kadima est là. N'est-ce pas? La commission électorale indépendante ne se résume pas à la personne de M. Kadima. Il va falloir qu'on se mette d'accord sur la manière dont ces élections seront organisées. Comment la publication va se faire? Est-ce que nous allons revivre la cacophonie de M. Nanga, où les élections, la loi électorale avait prévu que la publication se fasse bureau de vote par bureau de vote, mais M. Nanga s'est organisé pour nous tromper, comme on dit, nous amener dans son bateau, en publiant les résultats de manière... les résultats en vrac. Mais Kadima a rassuré pour dire, laissez-moi vous dire, en 2023, il y aura publication bureau par bureau. Voulons bien. Pourquoi est-ce que vous avez peur? Pourquoi ne pas faire confiance à Kadima qui rassure quand même? La confiance n'exclut pas le contrôle, monsieur les journalistes. Donc nous disons, oui, monsieur Kadima a dit, mais nous devons mettre les garde-fous pour qu'effectivement, ça se fasse comme il est en train de le dire. Par un consensus. En d'autres termes, l'opposition, Martin Fayulu cherche un dialogue. Martin Fayulu, je ne parlais pas au nom de Martin Fayulu, mais nous ne voyons pas l'opposition demander un dialogue. Nous disons en 2023, il va falloir organiser les élections. Les élections démocratiques, transparentes. Vous avez suivi l'addition? Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Il parle d'un consensus, pas d'un dialogue. On doit se mettre autour de la table. Laissez-moi terminer. Pour discuter de quoi? Moi, je ne suis pas M. Lissanga Bonganga. Il est libre d'émettre ses avis. Hein? Encore que tout le monde ne partage pas ses avis. Nous disons en 2023, nous devons aller aux élections. Dans les conditions que nous exigeons qu'elles soient transparentes, démocratiques. N'est-ce pas? C'est ce que nous demandons. Et que le résultat reflète la volonté de la population. C'est tout ce que nous demandons. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on peut prendre même le neveu du président Tshisekedi, on met là-bas. Mais si la population reste vigilante et qu'il y a des garde-fous, je ne vois pas celui-là donner un résultat autre que celui que le peuple aura donné. Et c'est ça la démarche, c'est ça la lutte. Nous voulons que demain, celui qui sera élu soit réellement celui que le peuple aura choisi. C'est ça la démarche. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus. On doit le faire confiance. Nous sommes sûrs et certains qu'il fera. Écoute, on prend d'autres sujets. J'ai dit la
confiance n'exclut pas le contrôle. D'accord. Donc l'opposition doit se préparer, surtout que dans le bureau, il y a Manara qui fait partie de l'opposition. Ouais, libre à vous, hein. Libre à vous. Nous n'allons pas, libre à vous, dépenser ainsi, mais nous n'allons pas faire une confiance les yeux fermés à toutes ces personnes, comme nous disons. Nous voulons nous assurer de la transparence dans l'organisation de ces élections. C'est ce qui est plus important. S'il y a une transparence totale dans l'organisation de cette élection et qu'à l'issue du vote, qu'on nous dise que ce monsieur Tshisekedi qui a gagné, nous allons applaudir. C'est ça aussi la démocratie, le fair play. Mais s'il n'y a pas de transparence, on se rend compte que... Qu'est-ce que vous attendez par transparence? La transparence voudrait dire... Qu'est-ce que vous attendez par transparence? Vous savez, la transparence veut dire quoi? Laissez-moi terminer. Vous savez, en Afrique du Sud, on disait... La vérité des vous savez, en Afrique du Sud, on disait one man, one vote. Hein? Un homme, une vote. Hein? Donc, je suis en train de dire tout simplement que si le Congolais vote, et le vote est individuel, que la volonté des Congolais soit traduite. Les Congolais ont toujours voté. Nous avons une mauvaise... Ils les font volontairement. Et en 2023, ça sera encore le cas. Donc on doit les soutenir. Nous avons une mauvaise expérience. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé en 2018, c'était tout sauf les élections. Tout le monde le sait. Ceux qui ont été élus, c'est pas ceux qui ont été proclamés. Nous avons des institutions légalement établies. Oui, l'Assemblée nationale, le Sénat, oui, le président de la République. Mais comment est-ce que vous faites quand même me dire non ce sont des institutions légales, mais qui souffrent de la légitimité, parce que la plupart des personnes qui se retrouvent là-bas ne le sont pas par la volonté du peuple. Il y a une crise de légitimité. Et cette crise risque de s'exacerber si en 2023, il n'y a pas organisation des élections. Tout le monde aura perdu le paix de légitimité qu'il possède encore aujourd'hui. Voilà le danger de ne pas organiser les élections en 2023. La légalité, oui. La loi reconnaît que vous êtes là, oui. Mais en termes de légitimité, il y aura un problème. Parce que lorsqu'un mandat arrive à terme, la légitimité tombe. Parce que la légitimité, on l'octroie pour 5 ans. Le peuple octroie sa légitimité pour 5 ans. À l'issue de 5 ans, si vous n'organisez pas les élections, la légitimité... Nous entrons dans les conciliabules. Personne n'a gagné les élections. Le partage du pouvoir équitable et équilibré devient l'affaire de tous. Nous ne voulons plus y revenir. Nous avons déjà commencé quelque chose. Il va falloir continuer avec les... On ira aux élections en 2023. Et nous irons aux élections en 2023. Félix Tshisekedi l'a toujours assuré. Il n'a jamais voulu s'éterniser au pouvoir. Donc, 2023, on ira aux élections. Parlons un peu sur le dossier Boukan Alonso, avec Matata Ponyo, tantôt la Cour constitutionnelle qui le rend libre, qui lui rend la liberté. Et en quelque temps, il ne s'est pas retrouvé son immunité au sein du Sénat. Et de l'autre côté, aujourd'hui, c'est la Cour de cassation qui est en train de mener les enquêtes. Et jusque-là, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que Matata Ponyo peut être jugé en RDC en tant qu'ancien Premier ministre et en tant que celui qui dirigeait le projet Boukan Alonso? Vous savez, ce dossier de Boukan Alonso, c'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais finalement, on s'est rendu compte à la fin qu'il n'y avait pas assez d'éléments à charge de M. Matata Ponyo. Ce qui est malheureux, parce qu'on a fait beaucoup de bouquins, on nous a parlé de détournements à ciel ouvert, mais on attendait à ce qu'on ouvre des procès contre M. Matata Ponyo. Mais c'est lui qui chapeautait. S'il vous plaît. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. On attendait qu'on ait un procès en bonne et due forme. Il n'y a jamais eu de procès en bonne et due forme. Alors, je ne sais pas de quoi je vais continuer à charger M. Matata Ponyo. Nous avons suivi le procès de M. Kamere, dont on a accusé de tous les noms d'oiseaux, de détourner un consort. Aujourd'hui, M. Matata Ponyo est en train de vivre sa liberté. Pardon, M. Kamere, merci beaucoup. Est libre de ses mouvements. Quand même de la grâce il est libre de ses mouvements. Il a bénéficié de la grâce présidentielle. J'ai dit il est libre de ses mouvements. Mais oui, après avoir bénéficié, après avoir été condamné, les 500 millions ont été restitués. Sont partis non, l'État congolais, les trésors publics l'avaient déjà récupéré. Je ne sais pas, tu as vu ça où? C'est à vous de démontrer. Mais vous n'avez pas suivi les informations. Moi, je vous informe aujourd'hui. Quand vous dites cela, on constate seulement que les maisons préfabriquées sont restées à l'état où on l'avait commencé.
inachevés. Bientôt là, ça va. Non livrés. Bientôt là, on va livrer. Si on va les livrer, c'est parce que le gouvernement a encore mis donc, la main Matata Pogno, dans la pour vous, poche. Matata Pogno n'est pas fautif. Matata Pogno doit recouvrer ses immunités. Matata Pogno doit vivre librement comme tout citoyen congolais. Nous sommes dans un État qui se veut. Qui se veut. Non, on est déjà. Je dis bien, on est dans un État qui se veut. Selon vous, un État qui se veut. On voit quand même la justice faire son selon travail. vous, un État qui se veut, un État des droits. Est-ce que donc, si M. Matata, laissez-moi terminer. Vous avez quand même. Les cas sont les gens, je ne voudrais ici pas. Ici en RDC, vous avez vu un Premier ministre, laissez-moi terminer. Premier ministre, un ancien ministre ou un député être interpellé. Comment ça se passe aujourd'hui? Combien sont en prison? Tu peux me citer un seul ministre qui est en prison aujourd'hui? Même si ils ne sont plus en prison, mais quand même. Merci beaucoup. Donc, tu as répondu on les avait interpellés. Non, ne faisons pas la parodie. Jamais fait. Ne faisons pas une parodie de justice. Il n'y a pas de parodie de justice. Non, la justice fait son travail. Je dis bien, évitons de parler d'une parodie. Non, mais aujourd'hui, la justice fait son travail. Ou d'un simulacre de justice. Il y a justice ou il n'y a pas justice. N'est-ce pas? Et lorsqu'on dit qu'on est dans un état de droit, si M. Matata Pogno n'est pas condamné, donc c'est un homme libre, il doit jouir de sa liberté. Si vous voulez arrêter M. Matata Pogno, il faut le traduire en justice, qu'il soit jugé, et à l'issue de ces jugements, s'il est reconnu coupable, qu'on l'arrête, qu'on lui applique la rigueur de la loi. Tant que ce n'est pas fait, M. Matata Pogno la Cour de cassation peut bien faire son travail en vue de laver peut-être l'image de Matata Pogno. J'ai dit ceci. Tant que M. Matata Pogno n'est pas condamné, M. Matata Pogno est un homme libre. Il doit jouir de sa liberté. Il est libre, il est chez lui. Merci beaucoup. Mais la justice continue à faire son travail. Est-ce qu'on a empêché à cette justice de faire son travail? Je vous pose une petite question. François Béa, jusqu'à nos jours, toujours dans les locaux de l'ANER, ça vous dérange ou on peut dire François Béa devrait retrouver sa liberté? Ça dérange les droits. Non. Ça dérange les droits. François Béa, ça on l'accuse. Peu importe, c'est dons. Peu importe. Je dis ceci. Peu importe ces dons, monsieur. Une telle personne. Peu importe ces dons, monsieur François Béa est accusé. Il devrait se retrouver devant son juge naturel. Il est en pleine audition. Je dis bien, il devrait. Ça fait un mois. Ça fait un mois, jour pour jour. Un mois. Monsieur Béa doit connaître son sort. Il doit savoir de quoi l'accuse-t-on. Nous attendons ce jugement-là. N'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas continuer à les garder indéfiniment. Plusieurs généraux, je ne sais pas, c'est à vous de le dire. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'on ne devrait pas... Excusez-moi de dire, c'est un dossier de la sécurité dont je ne maîtrise pas. Vous êtes en train d'avancer des choses que je ne voudrais pas. Mais on a entendu l'arrestation. Je n'en sais rien. Je n'ai vu personne. Je ne connais pas le nom d'une seule personne que vous connaissez, à moins que vous en connaissez, qui a été arrêtée dans ces dossiers en dehors de M. Béa. Qu'à cela ne tienne, nous disons c'est un dossier de la sécurité. Laissez la sécurité terminer son travail, mais n'oublions pas que chacun des Congolais a droit à la liberté. Nous prenons ces grands sujets 37 ans après. Le pape sera ici en République démocratique du Congo. Le régime Tshisekedi, c'est un régime qui est quand même béni, puisque quand on voit le pape arriver, c'est pour la réconciliation, l'unité, la paix. Laissez-moi vous dire, vous parlez de pape. Et les musulmans parleront de qui? Attendez, de quoi nous parlons? Le pape visite le pays qu'il veut bien visiter. Le Congo n'est pas un pays à 100% catholique. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Vous êtes toujours derrière les laïcs pour des marches. C'est les laïcs. Laissez-moi terminer. Nous avons vu les députés, des députés catholiques. Non, mais c'est tout à fait normal. Allez visiter le pape. Il y a aussi. Est-ce qu'on peut comprendre? Monsieur Laurence, de quoi nous parlons? Le Congo est un État laïque. Tu es d'accord avec moi? Alors, si le Congo est un État laïque, donc, que ce soit le pape, que ce soit le représentant des musulmans, il a le droit de venir visiter ce pays. Le problème est à quel niveau? Non, vous l'appelez Saint-Père. Il y a d'autres personnes qui ne l'appellent pas Saint-Père. Les musulmans diront quoi, monsieur Laurence? Vous savez que tout le monde... Ne m'emmenez pas dans un débat... a envie d'aller à Rome voir le pape. Et les papes en RDC. S'il vous plaît. Mais vous devez quand même... Ne m'emmenez pas dans ce domaine. Non. Tout le monde n'est pas catholique. Est-ce que vous pouvez quand même dire... Laissez-moi terminer. Je ne voudrais pas... voir cette personnalité arriver, prier pour la République. L'arrivée de des papes. Des papes. Hein? Oui.
ici au Congo, ne va pas arrêter la guerre à l'Est. Non, il va prier pour la paix. Laissez-moi terminer. Non, il va prier. Il va visiter deux villes. Deux villes sont retenues. Il y a la ville de Kinshasa et la ville de Goma. Il a toujours prié pour la paix. Il a toujours prié pour la paix. Et vous savez, il y a combien d'églises ici au Congo? Vous pensez que ces églises ne prient pas pour la paix? Donc, ne m'amenez pas dans un débat et qui va me pousser à dévoiler ma position par rapport à dévoiler parce que j'ai dit, vous voulez pas moi, du pape? Je ne suis pas, vous n'êtes pas catholique? Je ne suis pas catholique. Vous n'êtes pas catholique? Je ne l'ai jamais été. Donc la présence du pape à Kinshasa ne vous dit absolument rien? Ne me dit absolument rien du tout. Pour les catholiques, tant mieux. Mais pour nous autres... Non, pour la République, pour le peuple congolais. Le Congo est un État laïque. Non, pour le peuple congolais. Les Congos, recevoir le pape. Pas tout, non, attends, c'est pas tous les Congolais. Non. C'est pas tous les Congolais qui sont catholiques. Ils peuvent venir pour prier pour la RDC. Mais est-ce qu'on peut refuser réconcilier les dignes fils de ce grand pays? On peut interdire, on peut empêcher au pape de prier pour les Congolais. Le musulman prie aussi pour les Congolais. Les témoins de Jéhovah prient aussi pour les Congolais. Bref, comme j'ai dit, nous sommes un État laïque. Le pape est libre de venir au Congo quand il veut, comme il veut. De la même façon, les imams musulmans peuvent venir au Congo quand ils veulent. Comme les archibishops. Merci beaucoup. Donc, bref, le Congo étant un État laïque, le pape est libre de venir ici et il est le bienvenu. Mais ce n'est pas tous les Congolais qui vont se ranger derrière le pape parce que nous ne partageons pas tous la même religion. Alors, M. Jacques Djoumouane, on aborde ces sujets sur l'insécurité. Je pense que c'est par là que nous allons finir cette émission. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, dès son entrée au pouvoir, l'avait dit: je suis prêt à donner ma vie pour que la sécurité rentre en RDC, pour que cette insécurité-là à l'Est s'arrête. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se dire qu'il a en quelque sorte réalisé son rêve, et ou alors il est encore au coup de chemin pour que ce rêve-là de la paix devienne une réalité? Vous savez, je constate seulement que l'Est du pays reste le ventre mou de la République. Je constate seulement que l'Est de notre pays est en proie en insécurité. Je constate que jusque-là, on continue à tuer nos frères à l'Est de la République. Donc, quelque part, nous devons poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Est-ce que nous avons posé, sommes-nous posé les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses? C'est ça la question. Face à la réalité de l'Est, est-ce que les différentes mesures prises donnent les résultats escomptés? Voilà, lorsqu'on va s'asseoir, on se regarde sur une glace, on se dit, mais tiens, est-ce que les mesures que j'ai prises ont donné les résultats escomptés? Si vous dites oui, ok, tant mieux, mais la réalité, elle est là. Chaque jour, il y a mort d'homme. L'état des sièges n'a pas donné, les résultats escomptés, malheureusement. Si l'on ne veut pas ou l'on ne veut plus de l'état des sièges, qu'est-ce qu'il faut donner comme proposition ou solution? Monsieur Laurence, je ne cesserai jamais de le dire. L'état des sièges est une mesure d'exception. Et un pays ne vit pas grâce aux mesures d'exception. N'est-ce pas? Est-ce que nous allons rester indéfiniment sous état de siège? Je ne le pense pas. Le vrai problème, c'est que nous devons restructurer notre armée. N'est-ce pas? Nous devons faire en sorte que cette armée ait le moyen matériel, humain. L'armée qui est déjà... L'armée infiltrée avec des Rwandais, des Ougandais dedans. Non, mais c'est ça quand j'ai dit nous devons restructurer notre armée. Nous devons restructurer notre armée. Faire en sorte que cette armée ait le moyen humain, financier et matériel. Et cette armée va faire son travail. Nous n'aurons pas besoin de recourir aux Ougandais. Hier, c'était les Kenyans. Aujourd'hui, ce sont les Ougandais. Demain, ça va être le tour de qui? Tu vois l'URSS, la Russie se battre. Tu vois la Russie corriger l'Ukraine avec d'autres armées derrière, elle. Mais la Russie... Hein? Derrière elle, tu as vu d'autres armées? La Russie aujourd'hui malmenée par l'Ukraine. Tu as vu d'autres armées derrière elle? Derrière quoi, la Russie? Derrière la Russie. Elle est seule. Elle est sûre. Donc vous voulez dire que la RDC peut aussi se battre seule? Merci beaucoup. Pour y arriver, nous devons restructurer, organiser le pays. La RDC déjà la RDC est capable
est capable. Et la RDC n'a pas besoin des armées étrangères pour aller imposer la paix à l'Est. Mais il va falloir qu'il y ait une restructuration de cette armée et qu'on puisse doter à cette armée de moyens adéquats. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais avant de finir, une question. Monsieur Jacques Dromois, pensez-vous que les élections de 2023 seraient une meilleure solution pour les problèmes des Congolais? D'abord, il faudrait dire que ce n'est pas à travers les élections qu'on va résoudre les problèmes des Congolais. C'est faire fausse route. Les élections, les problèmes des Congolais seront résolus à travers le travail. Quand je dis le travail, nous devons avoir un leadership visionnaire qui a un programme qui vient l'implémenter pour que ça donne les résultats escomptés pour que finalement le Congolais commence à voir le jour. Les élections n'est qu'un moyen pour que chacun ne se déclare pas président de la République. Nous avons choisi ces modes-là pour que les Congolais se choisissent ses dirigeants en leur confiant un mandat. Et qu'à l'issue de ces mandats, qu'ils viennent lui rendre compte. Voilà, c'est ça le rôle des élections. Mais ce n'est pas les élections qui résout le problème des Congolais. Donc les élections, on peut organiser les élections 2023 ou pas, les problèmes des Congolais ne seront pas résolus par les élections. Nous avons les textes qui nous régentent. Les textes disent que pour accéder au pouvoir, vous devez être élu par la majorité des Congolais. Donc on doit aller aux élections. Ça veut dire que nous devons, celui qui pense qu'il a le moyen, il a un programme clair pour résoudre les problèmes des Congolais, il doit passer par les élections afin que le Congolais puisse lui donner ses mandats. Sinon, ça va être la jungle et l'anarchie et nous n'en avons pas besoin. Merci beaucoup, M. Jacques Dromois, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Laurence, quand bien même tu essayes de m'empêcher d'aller au bout de mes idées. Vous avez passes tout ton temps pour répondre à toutes les questions. À me court-circuiter pour que je ne parle pas de ce que je pense réellement. Merci à vous. Un grand merci à vous, nos téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Congo France Télévisions. Et surtout, bonne suite de votre programme. Et merci à toute l'équipe technique. Et nous vous fixons rendez-vous pour le tout prochain numéro avec le même réel plaisir. Merci. Merci. Merci.